Alors, on arrive à notre deuxième jour du Paris Coffee Show et cette table ronde a pour thématique le café de spécialité et la restauration. J'ai voulu organiser cette table ronde pour voilà, avoir un peu le point de vue des restaurateurs sur comment intégrer finalement le poste café et quel intérêt pour eux de s'organiser au niveau du poste café dans l'expérience client. Alors, quelle solution café pour quel type d'établissement? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Et en fait, le but aujourd'hui, c'est vraiment de convaincre. Alors, si nous avons des restaurateurs parmi notre audience, en tous les cas, c'est notre cible. C'est de vous convaincre qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire l'économie d'installer un poste café de qualité dans votre établissement de restauration. Et quand je dis restauration, je ne parle pas spécifiquement d'étoilés Michelin. Aujourd'hui, on sait que justement le café de spécialité rentre de plus en plus chez les établissements haut de gamme. Mais là, on est plutôt pour démocratiser le café de spécialité, le dédramatiser, le vulgariser, mais dans le bon sens du terme, et dire que voilà, quand vous voulez ouvrir une expérience client qui soit intéressante à tous les niveaux, de l'accueil de votre client, de ce que vous allez lui servir, à un moment donné, vous ne pouvez pas terminer par un café qui ne soit pas au niveau de ce que vous lui proposez dans votre assiette. Alors, pour ce faire, je me suis entourée, j'ai un très beau panel, je suis absolument ravie. Voilà, tous experts dans leur domaine. Le sujet est quand même assez dense, hein. Et je commencerai par présenter Chantal Trinquier, qui est directrice commerciale de chez Brémar. Donc Brémar Grande Cuisine et Brémar Coffee Machine, qui installe et qui équipe les restaurateurs, les coffee shops, aussi bien donc en équipement de restauration et de cuisine, mais aussi en équipement café. Donc, on parlera avec Chantal du problème de l'équipement, puisque, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir installer chez vous comme équipement café pour pouvoir servir un café de qualité. Ensuite, j'ai Véronica, je commence par les femmes, hein, voilà, c'est un parti pris. Directrice commerciale de chez Coutume. Alors, on ne présente plus Coutume Café, hein. Coutume est un des premiers acteurs de café de spécialité installé, créé par un Australien, par Tom Clark, hein, il y a quelques années maintenant. Et je voudrais que Véronica, je vous interrogerai sur voilà, quels arguments vous allez mettre en avant pour un restaurateur quand vous arrivez chez un client qui hésite et qui se dit oui, bon, je m'intéresse un peu au café, mais je ne sais pas trop comment faire. Et quels sont les arguments que vous allez pouvoir lui donner pour créer son poste café et surtout aller sourcer son café chez un torréfacteur de qualité et qu'est-ce qu'il va devoir faire. Alors après, j'ai le plaisir d'avoir Thomas Rieger, qui représente l'Est de la France, mais bon, symboliquement, hein, patron des Cafés Rec, une magnifique maison de café depuis plus de 135 ans. Et je demanderai à Thomas de nous parler un petit peu de la vision du café de spécialité en restauration, mais plutôt en province aussi, parce que c'est vrai que nous, à Paris, parfois, c'est souvent d'ailleurs le reproche qu'on peut faire sur Paris, c'est que vous, à Paris, voilà, on a des publics différents, des prix différents, des restaurants différents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment aussi... en province, dans des établissements qui ne sont pas spécialement, encore une fois, des étoilés Michelin, on va pouvoir proposer, convaincre le restaurateur d'acheter un café de qualité. Et je garde le meilleur pour la fin, puisque ce sont nos deux restaurateurs que j'ai le plaisir de recevoir. Tout d'abord, Jean-Louis Coupe, qui est un ancien propriétaire de plusieurs établissements sur Paris, hein, dont le dernier en date, Les Turbulences, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, qui a travaillé depuis maintenant bien longtemps avec une célèbre maison de café qu'on va citer d'ailleurs, les Cafés Caron.
Voilà. Et Julien, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Julien Foin, qui est à la tête du groupe Vertigo. Beaucoup de beaux établissements, à la fois sur Paris. On citera Glou, Bon Vivant ou encore Cocotte à Lyon. Donc des établissements à la fois parisiens et lyonnais. Alors cette table ronde va s'articuler autour de 3 axes. Le premier, les besoins du restaurateur. Quels sont le besoin qu'un restaurateur va devoir exprimer et quels sont les freins éventuels qu'on va avoir à la mise en place d'un poste café de qualité, café de spécialité. La deuxième axe sur lequel je voudrais interroger mon public, c'est les besoins en équipement du restaurateur. Donc, qu'est-ce qu'il doit s'attendre, hein? Alors, il y a la machine, mais il y a aussi le service après-vente, on verra. Et puis, peut-être, on parlera prix. Parce que peut-être certains d'entre vous s'interrogent en se disant combien ça coûte de finalement proposer un poste café de qualité dans mon restaurant. Moi, j'ai déjà beaucoup d'argent dépensé, mais j'ai envie, voilà. Et le troisième axe, ça sera le choix de son café de spécialité, son torréfacteur artisanal. Donc là, Thomas et Véronica, vous interviendrez sur qu'est-ce que vous allez dire aux restaurateurs, comment vous allez, voilà. Alors, je commencerai par Jean-Louis. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement pour vos établissements qui au départ, vous n'étiez pas un coffee shop, hein, et vous a dit, tiens, je vais mettre quand même du bon café dans mes bistrots parce que... alors, on parle comme ça et ça se déclenche automatiquement. Mais on colle le micro à sa bouche. Oui, je pense que au départ... On colle. Là, comme ça, mettez-le. Ah, pardon. Voilà. Je pense qu'au départ, c'est une rencontre humaine. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sylvain Caron, qui m'a permis de comprendre un peu ce qu'on appelle la notion du café dans la restauration et son identité propre dans sa valeur commerciale et sa valeur humaine m'ont convaincu de mettre un café de qualité à l'intérieur de mes établissements. Et je crois que c'est au départ une rencontre humaine, une explication, une discussion, une véritable relation de confiance qui se met entre le torréfacteur et le restaurateur. Alors, du coup, petite question technique, c'est est-ce qu'avant de rencontrer donc Monsieur Caron, vous aviez déjà des établissements où vous mettiez déjà un autre café ? Je n'avais aucune notion du café. D'accord. Je considérais le café comme un apport supplémentaire et je n'avais aucune idée de l'apport qualitatif que pouvait apporter le café au sein d'un repas. Et Sylvain m'a totalement aiguillé, éduqué, on va dire, pour me montrer une voie par rapport à ce que je faisais dans la proposition commerciale, qui était à mon avis un peu bistronomie et qui me permettait justement de donner un aspect cohérent à l'offre commerciale que je proposais. Et le café a changé ma donne dans la compréhension générale de ma restauration. C'est-à-dire que je me suis dit, un café de qualité, fin de repas, il faut que j'améliore le reste en même temps. Et donc, Sylvain m'a convaincu de tout ça et il m'a permis justement de grandir en tant que restaurateur. Ça paraît un peu baroque, c'est un torréfacteur qui m'a donné la direction à prendre. Ah, c'est intéressant comme approche parce qu'on aurait pu imaginer que c'était déjà un niveau de cuisine à l'inverse. Donc, je trouve ça très intéressant de dire finalement, on se sent en tant que restaurateur redevable en servant un très très bon café. On se dit, il faut que je mette la cuisine au niveau. Oui, tout à fait. Ouais, très intéressant. C'est un véritable paradoxe. Et du coup, je continue un petit peu à vous questionner sur votre offre. Est-ce que quand vous avez mis en place donc un café, on va dire de qualité, on ne va pas parler spécialement de café de spécialité, parce qu'on veut quand même un café qui a du goût, qui est un café qui va être avec des origines peut-être. Est-ce que vous avez senti chez le consommateur, en tous les cas, un intérêt, une appréciation, ou est-ce que finalement, on prenait votre café et ça faisait partie de l'expérience globale? Le retour client, c'était comment?
Je crois qu'il faut identifier sa clientèle au départ. Alors, c'est compliqué d'installer au départ une identité, ce qu'on appelle commerciale, propre à l'établissement, si on ne connaît pas la clientèle que l'on va avoir. Je crois que la détermination de l'installation de la machine correspond à l'identification des besoins de sa clientèle. Et là, le paradoxe, c'est moi, j'ai tout installé à un moment donné. J'avais la Thermoplan, la Mazurco et la Bravillard pour tous les aspects complets de ma proposition commerciale. Et je me suis aperçu que la Thermoplan était celle qui fonctionnait le plus, hein, quoi qu'il arrive. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez senti que vos consommateurs, vos clients, vous posaient des questions, par exemple, ou vous, dans la démarche de la vente, à la fin, vous indiquiez une provenance de votre café ou pas? Vous aviez ce type de questions, ou vous-même, vous avez participé à l'éducation, finalement, de vos consommateurs? En fait, moi, je dirais que c'est la qualité du produit proposé qui donne la réponse. Dans votre question, c'est aussi une réponse parce que le client est satisfait quand il a un café en fin de repas ou en consommation bar de qualité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et ça donne vraiment un aspect bénéfique à la proposition commerciale générale que vous proposez. D'accord. Est-ce que le prix a été un sujet? Alors, le prix du café. Le prix du kilo de café ou le prix de la vente de mon café. Alors, c'est tout le problème. Si on a des prix conséquents et très attractifs, il est intéressant de mettre des cafés attractifs en termes de prix. Ce n'est pas la quantité de café qui va faire l'offre proposée commerciale, on va dire précisée. C'est surtout la qualité du produit que vous proposez en fonction d'un prix proposé. Et donc, nous, on a toujours été dans une moyenne très basse, plutôt basse, pour offrir à notre clientèle un café de qualité. D'accord. Donc, du coup, moi, ce que je retiens quand même, ce que vous dites aussi, ce qui est intéressant, c'est finalement, vous dites connaître votre clientèle, connaître à qui vous allez vous adresser. Et on en revient un peu quand même à ce que moi je vois dans les porteurs de projets qui veulent se lancer dans la restauration, alors coffee shop, salon de thé ou tout simplement restaurant, c'est qu'il va falloir définir son concept et finalement bien travailler son idée de départ. Qu'est-ce qu'on veut servir au client? Qu'est-ce qu'on veut lui offrir? Est-ce qu'on va faire de la cuisine maison? Comment on va être organisé en cuisine? Et du coup, ça, c'est vraiment des questions à se poser en amont et ce qui va finalement définir le lieu et l'offre café. Julien, vous, comment ça s'est passé dans vos établissements? Est-ce que vous étiez déjà hyper connaisseur de café et vous êtes dit quand vous avez ouvert, je sais déjà le café, la machine que je veux faire? Ou finalement, c'est votre côté restaurateur et en vous intéressant à l'expérience client, vous vous êtes dit, il faut que je m'intéresse au café? Alors, nous, quand on a commencé il y a 14 ans, un peu plus de 14 ans, on a tout de suite mis du café de spécialité dans notre premier établissement. Notre premier établissement, on a apporté un soin aux produits très vite. Quand je dis aux produits, c'est que Glou, c'est basé, le succès de Glou et la réussite de Glou, c'est basé parce qu'on faisait des très bons produits dans la cuisine déjà. Les produits qu'on transformait, on était sur des produits de saison, des produits de qualité avec des producteurs de qualité qu'on mettait en avant. Et on avait une démarche, c'était un bar à vin, pareil sur le vin. Donc ça nous a semblé normal de faire la même chose sur le thé, de faire la même chose sur le café, de faire la même chose sur le sucre et de faire la même chose sur l'ensemble de nos produits. Un bon vinaigre, une bonne huile, enfin tout compte dans la cuisine et tout compte dans un restaurant. Donc notre démarche, elle était globale. Je connaissais pas grand-chose au café, non, j'avais pas de culture particulière du café, mais j'étais curieux. Moi, je venais de la presse gastronomique, donc j'avais quand même une culture un petit peu du café. Par contre, je ne savais pas du tout comment l'aborder, le transformer. Donc on s'est rapproché de spécialistes. À l'époque, il y en avait beaucoup moins que maintenant, hein. Il y a 14 ans, la plupart des acteurs qui sont ici n'existaient pas. En tout cas, dans le café de spécialité à Paris, il n'y en avait pas tant que ça. Peut-être plus d'ailleurs en province, d'ailleurs, il y avait en qui région. Il y a 14 ans?
On peut Bah, citer des noms Moi, très vite, j'ai commencé avec Christophe Servel, Terre de Café, mais j'expliquerai peut-être pourquoi. On a changé pas mal d'acteurs parce que nous, on a mis une machine automatique. Dès le départ, on a mis une Jura quand on a commencé, et puis on s'est vite aperçu qu'on avait un gros débit, que c'était compliqué de suivre la cadence quand on faisait beaucoup de café le midi, parce que notre restaurant marchait beaucoup, donc c'était compliqué de suivre la cadence. Donc on a vite pris un Perco. Mais une fois qu'on a pris un Perco, on s'est dit merde, il faut le régler le Perco, et il faut régler le moulin, et donc il faut former les équipes. Et puis on avait du turnover dans nos équipes, donc une fois qu'on formait un mec et que le mec partait, le café était plus bon, et il fallait régler la machine souvent. Et notre métier, c'était pas d'être coffee shop ni barista, hein. Notre métier, c'était de faire de la restauration, donc le café représentait une toute petite partie. Donc au fur et à mesure qu'on a évolué et qu'on a créé plusieurs restaurants, on s'est de mieux en mieux équipé. Donc on s'est équipé très vite avec Marzocco. Mais ça coûtait cher, et puis on s'est vite aperçu que c'était super compliqué à régler. Donc on demandait à notre torréfacteur de régler la machine, mais lui il nous disait c'est pas mon métier de régler la machine, et puis je ne vais pas venir chez toi la régler 4 fois par semaine. Donc on changeait d'acteur en disant bah ouais, je pense que lui il va mieux nous régler la machine, et en fait c'était pas leur métier. Bref, ça a été très compliqué pour nous, et finalement au fur et à mesure des années, en fonction de chaque établissement et de type d'établissement que j'avais, j'ai pas équipé mes établissements de la même manière. J'ai mis des machines automatiques quelquefois, et quelquefois j'ai mis des Percos, et j'ai continué à former les équipes. On a continué à former les équipes de plus en plus. Et puis, et c'est comme ça qu'on a réussi à essayer d'avoir un café, je dirais, quand même de qualité. Mais ce qui est très compliqué, c'est que c'est pas parce qu'on achète un super bon café qu'on a un bon café au final. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si beaucoup de gens passent par des capsules dans les établissements, y compris étoilés, parce que je vous entendais dire tout à l'heure qu'il y avait du café de qualité dans un restaurant étoilé. Moi, je connais beaucoup de restaurants étoilés qui utilisent Nespresso, énormément, parce qu'en fait, ils ont de la constance. Et en fait, la difficulté d'avoir un café de qualité dans un restaurant, c'est la constance. Comme nous en cuisine, être constant, offrir un bon café à ses clients. Et en fait, c'est difficile d'avoir un salarié barista quand on a un Bien café, quand on n'a pas un coffee shop, quoi. Bien sûr. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que sur ce type de salon, c'est peut-être les conseils qu'on pourra donner, mais c'est peut-être pas à moi de les donner, c'est peut-être plus à Brémar. Il faut trouver le bon ajustement en fonction du type d'établissement pour qu'ils puissent quelquefois avoir même une machine assez simple, hein. Moi, je n'ai pas honte de le dire, sur mes derniers établissements à Lyon qui sont des petites affaires, j'ai mis des petites DeLonghi, toutes simples, mais ça marche super bien parce que il n'y a pas beaucoup de couverts, et ça me fait du super café de qualité. J'ai un bon torréfacteur, et le café il sort nickel, et quelquefois il sort plus nickel que dans des endroits où j'ai des Percos mais où le personnel ne sait pas l'utiliser. Alors, on touche vraiment au cœur du sujet, hein. On voit que là, voilà, il y a à la fois l'équipement machine, le réglage du moulin, la formation du personnel. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, on va trouver des solutions. Alors, ça ne sera peut-être pas effectivement le café qu'on va trouver dans un coffee shop, mais on n'a pas besoin de ça dans un restaurant. On n'est pas l'expérience client, l'expérience du consommateur qui vient manger dans le restaurant. Lui, il veut juste manger d'abord, se nourrir, avoir une expérience au niveau cuisine déjà intéressante, et surtout ne pas terminer sur quelque chose de mauvais, quoi. Donc je pense ce qu'il faut retenir, enfin moi, le message que j'aimerais faire passer à tous les restaurateurs aujourd'hui, c'est qu'on ne... faut peut-être pas chercher la perfection, il faut juste chercher le bon, le simple, le possible, et ce qui va finalement vous convenir à vous en tant que restaurateur, et à votre clientèle et à votre concept. Donc voilà, tout le monde n'a pas besoin d'une Marzocco de groupe avec un barista derrière qui ne va faire que ça. Je crois que c'est ça aussi qui est important. Oui, c'est sûr. Nous, on a réussi à avoir quand même, je pense, un café de qualité. Moi, de toutes les façons, pour moi, la question ne se posait pas, parce que, je veux dire, qui dit café de spécialité dit aussi respect de la nature, respect de l'environnement, écologie. Et j'avais pas envie d'avoir un produit dégueulasse dans mon établissement. Donc, même si au final, je dirais que quelquefois le café n'est pas parfait, au moins, je sais ce que j'achète et je sais ce que je donne à mes clients. Maintenant, tout le monde n'a pas obligatoirement cette démarche-là, parce que je pense que beaucoup de gens regardent le prix.
et ils se disent waouh, un café de spécialité c'est beaucoup plus cher qu'un autre café, qu'un autre café en grains, parce que je parle même pas des dosettes où ils achètent voilà, si on regarde le prix au kilo, c'est quand même beaucoup plus cher. Mais moi, je leur dis par rapport au prix où on vend un café aujourd'hui dans un établissement, on les vend quand même relativement cher. La marge, voilà, il faut regarder la marge qu'on fait. Et la marge, elle est confortable. Donc, acheter un café rogné sur 6, 7 ou même 10 euros du kilo, c'est ridicule. Il ne faut pas rogner là-dessus parce qu'au final, quand le client il va partir de chez vous, le dernier truc qu'il va avoir en tête, c'est le goût du café. La plupart du temps, s'il en prend. C'est pareil sur un dessert. En fait, il finit là-dessus. Donc, s'il finit sur une note qui n'est pas bonne, c'est vraiment super désagréable. Et je pense qu'il y a aussi une éducation à faire des clients, parce que les gens ont été habitués pendant quand même des années, et encore aujourd'hui, à boire des mauvais cafés, faut le dire. Dans les 3/4 des établissements, on boit des mauvais cafés. Voilà. Et donc, quand les gens ont l'habitude de boire des mauvais cafés, des cafés trop brûlés, des cafés hyper amers, enfin des mauvais cafés, quand vous leur servez un bon café, eh ben, ils n'ont pas le palais obligatoirement. Donc, il y a une éducation qui se fait au fur et à mesure, que tout le monde fait, que tous les établissements font, pour éduquer les gens à qu'est-ce que c'est qu'un bon café. C'est pas facile. Qu'est-ce que c'est qu'un bon café? Aujourd'hui, ici, il n'y a que peut-être des professionnels, mais quand vous faites appel à des gens qui ne connaissent pas le café, la plupart du temps, ils vont vous dire « Waouh, je trouve ça hyper acide » ou « Waouh, j'ai pas l'habitude d'avoir des cafés infusés, quoi, je dirais d'une certaine manière. » Ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc, il y a aussi une éducation du client à faire, nous, en tant que restaurateurs, pour leur dire bah, « Voilà pourquoi nous, on sert ce type de café et voilà pourquoi on considère que c'est un bon café. » Alors, on va revenir sur l'éducation du consommateur, mais là, je voudrais qu'on parle équipement. Chantal, comment vous allez convaincre? Alors déjà, est-ce que vous avez naturellement des clients qui viennent à vous et qui vous disent, bah voilà, je voudrais installer un équipement de haut niveau pour un café de spécialité, ou est-ce que finalement, pour vendre les machines à café, vous allez échanger avec le restaurateur et définir ses besoins? Comment ça se passe, votre démarche commerciale, pour identifier le besoin du restaurateur? Alors pour les entreprises comme la nôtre qui font de la vente de machines à café, de l'installation et de la maintenance, on a, si on peut dire, 3 types de clientèle. Alors la première clientèle, ce sont ce qu'on appelle les grands comptes, les grands faiseurs, qui ont leur charte, qui savent exactement quelle machine ils veulent mettre chez les clients, quelle proposition café et quel service ils attendent de nous. Et là, je dirais, c'est notre responsabilité d'être le plus fidèle possible à ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est le premier. Le deuxième est, comme l'était Julien, c'est-à-dire il a une idée précise de ce qu'il souhaite. Et à partir de là, en fait, il est important de travailler avec lui sur l'aspect, effectivement, concept de son restaurant, à partir de son budget et ce qu'il veut rendre. Et s'il a effectivement un torréfacteur, eh ben, on va accompagner le torréfacteur pour proposer le meilleur produit, c'est-à-dire la meilleure machine à café et le meilleur moulin pour lui. Et la troisième catégorie ressemble plus à Jean-Louis dans ses débuts, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément, j'irais, réfléchi à ce format-là, ou qui est mécontent en tout cas de sa proposition café. Et là, on va travailler, comme l'a fait Julien, certainement avec la proposition cuisine, puisqu'on a la chance, nous, d'équiper les cuisines. Et donc, on travaille beaucoup avec les chefs. Et donc, c'est l'occasion pour nous de pouvoir comprendre en fait, le concept et surtout l'expérience client qu'ils souhaitent. Et à partir de là, on va travailler avec eux. Et il est vrai, comme on l'a dit, il n'y a pas le niveau geek ou rien du tout. En fait, il y a énormément de petites étapes. Et c'est notre rôle, effectivement, d'apporter l'équipement qui sera, j'irai, adapté au personnel et qui fera en sorte, effectivement, que ce que souhaite le restaurateur, son chef, voilà, soit le mieux délivré possible. Ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, on utilise effectivement 3 facteurs aidants. Le premier, c'est dans le choix de la machine, bien sûr, et le choix du moulin. C'est pour ça que nous, on a hier étendu la gamme pour que vous ayez une nuance la plus large possible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aller, maintenant qu'on comprend ce que veut le restaurateur, on va lui proposer différents torréfacteurs. Et là, donc, Véronica et Thomas vous parleront effectivement de leur approche par rapport aux clients. Et ça, on laisse complètement, je dirais, l'alchimie se faire. On souhaite que le restaurateur soit à l'aise avec la proposition café et soit totalement libre de faire ce qu'il veut.
c'est-à-dire qu'il va négocier effectivement le prix du café, il fait ce qu'il veut, mais il sait qu'il va obtenir effectivement d'une entreprise comme Braemar toute la solution service. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et forcément, on va adapter la proposition qu'il aura choisie au niveau du torréfacteur, au niveau des réglages, des paramètres, et on va le suivre aussi sur l'intégralité du service après-vente par la suite. Ce qui réconforte beaucoup à l'heure d'aujourd'hui les restaurateurs, c'est qu'on a une formule de location full service, ce qui permet effectivement d'avoir un budget constant sur la maintenance. Ils savent que ça ne leur coûte pas plus. Exactement quand ils étaient, je dirais, avec des mises à disposition qui les réconfortaient, on a une solution réconfortante pour ces personnes qui se lancent dans le café de spécialité. On va gérer pour eux le traitement d'eau, on va gérer pour eux les réglages de la machine, puisqu'on en a parlé avec Julien. On va régler pour eux donc autant de fois que nécessaire, et on va régler pour eux aussi toutes les pannes éventuelles. En règle générale, c'est un numéro de téléphone. Je dirais la personne qui est en face, elle a une problématique, elle nous appelle et on vient, ce qui est extrêmement rassurant. Voilà. Et on fait un système de location qui permet effectivement de pouvoir changer sa machine si on veut faire évoluer son concept, ou si effectivement son personnel est arrivé à maturité, pouvoir passer sur un modèle un peu plus évolué, et si la clientèle, ce que disait Jean-Louis, effectivement, soit de plus en plus réceptive à ça, pouvoir jouer sur beaucoup plus effectivement de recettes. Ça, c'est le dernier point. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est toujours l'écoute du client. Jean-Louis, vous l'avez dit. Et c'est surtout cette approche du goût entre le chef et le restaurateur. Parce qu'en fait, quand les deux, effectivement, sont très engagés là-dedans, ils entraînent forcément, je dirais, ils fédèrent leur équipe pour rendre ce goût qui est si agréable. Merci Chantal. Mais ça tombe souvent en panne, une machine? Alors, il y a un certain nombre de pannes qui sont liées à une mauvaise utilisation. Donc ça, en règle générale, on le repère assez vite. Et il est important, effectivement, de faire une formation utilisateur. On l'a fait, nous, au début de l'installation. Il est parfois, effectivement, nécessaire d'y revenir. On travaille main dans la main avec le torréfacteur parce que le moulin est vraiment capital. Et ça, c'est effectivement toujours un peu plus difficile, effectivement, à maîtriser. Alors, on a certaines machines qui éclairent le barista en disant « Attention, faire réglage moulin » pour dire « Ah oui !» Il y a certaines autres machines qui disent « Attention, vous n'avez pas flushé ». Ok. Donc, voilà, il y a des petites aides comme ça qui permettent effectivement d'aider. Bon, ce que j'imagine est très rassurant pour un restaurateur qui, du coup, au départ, ne réalise pas l'importance. Alors, les restaurateurs comme Jean-Louis qui ont eu plusieurs établissements ou comme Julien, j'imagine qu'ils savent l'importance d'une machine. Mais je pense à tous les porteurs de projets qui aujourd'hui se disent bah, « Tiens, je voudrais ouvrir un établissement dans la restauration ». C'est vrai que souvent, si on n'a pas d'appétence pour le café, on va penser cuisine, mais on ne se rend pas compte à quel point une machine, il va falloir s'en servir, apprendre à moudre le café, apprendre à extraire le café, sans parler de barista. Alors, c'est super intéressant, merci. Thomas, 2 secondes, je voudrais juste demander à... Ça fait une demi-heure 2 secondes, Thomas. Parce que il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses, ce serait plus intéressant d'avoir une interaction. Je vais revenir. Je voudrais juste lancer le débat avec Véronica. Avec Véronica, les femmes d'abord. Voilà, Véronica, et après je vous passe la parole, pas de souci. Véronica et d'ailleurs Thomas dans la foulée, comment vous allez convaincre un restaurateur de mettre en place son poste café? Voilà, c'est quoi les arguments? Comment vous appréhendez le client qui hésite et qui se dit qu'est-ce que je fais pour le café dans mon restaurant? Aidez-moi, au secours. Alors, comme tu disais, en fait, au tout début, donc effectivement, les clients vont rechercher cette qualité. Cette qualité en tasse, de la traçabilité. Et donc, on va pouvoir l'apporter avec le café de spécialité en donnant enfin, différents éléments, effectivement, et une connaissance du café. Le palais qui est plutôt pas du tout connaisseur de ce café-là en France, où on est sur le café de commodité, avec une certaine amertume qu'on peut trouver. Et le café de spécialité, on va pouvoir
donner en fait cette connaissance du produit qui est un produit noble, où les producteurs, les caféiculteurs qui vont travailler sur leur plantation vont mettre tout en œuvre pour avoir aussi bien dans la production, dans le triage, dans le traitement du café, faire vraiment développer tous les arômes que peut donner le café très souvent. Donc on donne un peu des grandes images qui ne sont pas des généralités sur des Éthiopiens, des choses un peu plus fruitées, les Colombiens, Brésiliens, des notes aromatiques un peu plus chocolatées. Donc effectivement, on va donner cette connaissance au fur et à mesure avec un échange avec les restaurateurs. Donc on va leur parler goût. De goût, d'arôme. Voilà, pour sortir justement de ce que l'on peut connaître en France. Il y a certains pays qui sont un peu plus développés dans les cafés de spécialité. Et donc voilà, cette prise de connaissances et de les aider, de les accompagner, de donner aussi des éléments importants que sont la torréfaction, là qui est vraiment notre rôle, hein, d'expliquer que c'est des cafés qui sont cueillis à maturité, 100% Arabica bien sûr, et à qui en fait on va, à l'inverse des cafés de commodité, on va être sur une torréfaction vraiment sur mesure qui va mettre en valeur toutes les valeurs gustatives, aromatiques du café. Et on va pas être sur une torréfaction très foncée qui vont justement masquer tous les défauts que peuvent avoir certains cafés de commodité. D'accord. Et également aussi, dans cette recherche de traçabilité, tu parlais tout à l'heure, Julien, de ce côté éco-responsable, éthique éco-responsable. Le café de spécialité va répondre à certains de ces éléments-là. Que les clients recherchent, plus de traçabilité, de transparence, d'où viennent les grains, de quelle plantation, quelle région, qui sont les hommes et les femmes qui ont travaillé sur ces plantations. Il y a de très belles histoires à dire, à communiquer sur ces cafés-là, et justement, suivant les besoins, les attentes de nos clients, on va pouvoir plus les orienter dans tel ou tel type de grain. Et certains vont chercher absolument des certifications. Est-ce que le prix va être un élément déterminant dans leur choix? Le prix, certains, effectivement, ça peut être un élément décisif, mais dans la globalité, ils vont rechercher en fait cette compréhension et cette envie de qualité en place. Et comme on disait tout à l'heure, effectivement, le café, le prix va être un peu plus important que le café de commodité, mais les marges sont tout à fait confortables et vont pouvoir faire en sorte de servir un bon café, que le client revienne et qu'on puisse justifier les tarifs pratiqués aussi bien à l'achat qu'à la vente. D'accord. Thomas, moi je suis restaurateur. Le goût, je m'en fiche un peu. Et par contre, je sens qu'il y a une tendance. Je m'y connais pas. Et je me dis, tiens, j'ai entendu parler des cafés REC et je viens vous voir et je vous dis, moi, je connais pas le café, j'aime pas ça. Ça me saoule. Et qu'est-ce que vous me proposez? Mais parce que j'en ai marre d'avoir mes capsules, ou j'en ai marre d'avoir du Nespresso, ou j'en ai marre d'avoir du café Richard. J'ai envie de changer. Et qu'est-ce que vous me dites? Waouh. On va pas citer de marque, on l'a fait hier. Je suis très content de pouvoir intervenir sur ce sujet-là. J'ai beaucoup de choses. Quand on a préparé cette réunion, j'aimerais bien donner quelques précisions. Ma famille est dans l'industrie et le commerce du café et l'artisanat depuis 135 ans. On gère 4000 CHR, 2000 en direct, 2000 en indirect. Ça fait 40 ans qu'on fait du café de spécialité. Le café de spécialité n'est pas né récemment. Peut-être qu'à Paris, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. Mais nous, depuis les années 80, on fait des cafés traçables, on fait des cafés durables.
On a toujours été une maison de qualité. Notre slogan, c'est le café des connaisseurs. Ça, c'est juste pour mettre le pitch. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler pour l'ensemble de mes confrères français, torréfacteurs, qui font le même job que moi. J'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre et je vais être cash parce que la restauration, je la connais bien. Je la connais bien à plus d'un titre parce qu'à 17 ans, mes premiers kilos de café que j'ai vendus, je les ai vendus à des restaurateurs. Alors, vous avez invité 2 restaurateurs qui sont totalement atypiques. Jean-Louis, où on a plein de points de vue un peu communs, et Julien, que je ne connaissais pas, mais on a vaguement échangé. Ils ont un point commun tous les deux. Ils ont fait une rencontre. Ils ont fait une rencontre avec des hommes, avec des torréfacteurs. Christophe Servel pour Julien et Sylvain Caron, qui était un mec extraordinaire que je connaissais, et aujourd'hui Anne. Et c'est des rencontres avec des hommes qui ont fait ça. Je voudrais quand même, parce que c'est restrictif de dire dans la thématique le café de spécialité et la restauration. La restauration, elle subit une mutation phénoménale. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, il y a l'émergence des dark kitchens. On mange au bureau. Parce que tout ça, c'est transversal. Aujourd'hui, des gens comme Coutume ont leur propre coffee shop, vont livrer des bureaux. Je parle de Coutume pour ne pas parler de moi, parce que sinon on va se dire, je vais essayer de vendre à la salle 1 kilo de café. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a plus de limite. Et la chose qu'il faut bien identifier, il y a 2 marchés. Il y a le marché au domicile et il y a le marché en hors domicile. Et dans le marché hors domicile, on a 3 types de restauration, ou 3 types de restaurateurs. Et ensuite, on a 4 types d'intervenants. Et j'arrive au café de spécialité, vous allez comprendre. Donc, on a des grands groupes comme Sodexo, comme Olivier Bertrand, qui n'ont rien à voir. Là, on a un entrepreneur qui a une quinzaine d'établissements, qui, année après année, a poursuivi sa stratégie. Mais quand on parle de volume, on ne peut pas les ignorer. Ils ont des démarches individuelles sur des cafés de spécialité pour les restaurants de direction ou quand ils veulent monter une opération RSE. C'est pour ça que certaines fois, vous pouvez certainement, vous aussi, j'ai vu, vous avez monté chez Conrad Shop quelque chose, il y a une volonté, mais vous ne livrez pas tous les Conrad Shop du monde? Non, pas tous, mais effectivement, donc voilà, il y a une diversité dans la clientèle, comme tu dis, effectivement, aussi bien du CHR que de l'entreprise. Et ça passe d'un monde à l'autre, parce que le client, c'est le même. Et qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les restaurateurs? C'est le regard du client. Donc, je voudrais juste poursuivre. Donc, on a la segmentation, on a le marché, qui sont les intervenants. Donc, on a des grands comme Sodexo. On a, dans toute la France, des restaurateurs qui sont constitués des mini-groupes, qui ont des forces d'achat comme Julien. Et là, on a des négociations qui sont très difficiles, parce qu'ils ont une force de frappe. Ils ont des demandes de service parce que c'est des établissements qui sont ouverts 7 jours sur 7. Et là, il y a une balance. Tu payes le service ou tu achètes une qualité de café. Et donc, sur ce marché-là, on a les multinationales qui interviennent. Alors, on va les citer. Ça peut être des acteurs comme Lavazza, très présents. Vous avez dû être sollicités. Vous avez ensuite les nationaux qui sont des anciens régionaux des années 80. Richard est devenu un torréfacteur national à force de rachat. Follier avec le rachat de Tropico et des parties de la Savoie et a acheté une distribution nationale. Donc vous avez les internationaux, les nationaux et les régionaux comme nous. Je l'ai dit hier, la France a vécu entre 1985 et 2005 le rachat de plus de 400 entreprises de torréfaction. La nature a horreur du vide et c'est pour ça qu'il y a eu une émergence depuis 2010 de nouveaux acteurs parce que l'offre s'était énormément contractée. L'autre chose, un autre opérateur qu'on oublie, donc j'ai balayé les torréfacteurs et puis ensuite les shops de quartier parce que quand vous avez un coffee shop, vous pouvez éventuellement torréfier et puis vous allez vendre à 1 ou 2 restaurateurs mais vous allez être très vite limité parce que vous n'aurez pas la capacité de financement et d'accompagnement. Pour toujours comprendre ça, on va passer maintenant à la partie utilisateur. Je suis vice-président d'une école hôtelière depuis 15 ans, donc dans votre partie. Ça s'appelle le CEFPA. Et j'ai vu fondre les effectifs de 1200 personnes
à 550 personnes cette année. Donc, même si Braemar, Coutume, REC ou d'autres, on a la volonté de transformer notre discours, on se retrouve avec une pénurie de main-d'œuvre. Pas nous, eux. Parce que monsieur a 15 établissements, il l'a dit avant, je ne peux pas être partout derrière. Et acheter un café de spécialité pour ne pas le transformer correctement, on a besoin d'une intervention. Et je disais à Jean-Louis, quand vous avez un coup de feu, il faut avoir travaillé en restauration pour comprendre. Un double flush, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Oui, quand je suis dans un coffee shop, je le fais, c'est propre. Mais quand vous avez un rush, c'est pas possible. Je veux juste encore poursuivre sur cette compréhension. Il y a un autre parce acteur. que là, je suis toujours pas convaincue. Moi, je suis venue. Je cherche pas. J'y J'y arrive. voir, mais moi, j'ai toujours J'y pas acheté arrive. encore le café. Hein. Mais vous comprendrez pas. Non, mais c'est après. intéressant, Thomas. Mais du coup, moi, j'ai pas la réponse à ma question. Mais vous allez la voir. Mais si on balaye superficiellement la chose, et après, Braemar va venir, va dire, je veux vendre ma machine. Moi, je vais dire, je veux vendre mon café. Bien sûr, on connaît nos arguments. On vous écoute. Voilà, je veux le mettre dans le contexte du marché, quels sont les enjeux, comment ça va évoluer. Donc, nous, on a une chance, l'Alsace a toujours eu des arabicas parce qu'on avait les filières de l'Est africain et pas l'Ouest. Donc, on a toujours eu des arabicas, des cafés de qualité et notre maison a été fondée avec cette chose-là, mais on a eu la culture du café en Allemagne. Melita, c'est allemand. Il y a beaucoup plus de lait. Dans la culture allemande, il y a beaucoup plus de lait et suisse. Et donc, nous, sur les 4000 clients, on doit gérer un parc de 1400 machines, 50% en automatique, 50% en manuel. Parce qu'il y a un dilemme chez eux. Ils veulent bien faire. Il a acheté une magnifique machine qui est une Thermoplan. On distribue Thermoplan depuis 25 ans. Et vous avez acheté une DeLonghi. DeLonghi, peut-être dans un grand établissement, vous ne pouvez pas le dupliquer. Vous êtes peut-être limité ou vous multipliez les DeLonghi, mais ça règle son problème de personnel. Parce qu'aujourd'hui, le personnel veut se reposer le week-end, parce qu'aujourd'hui, le personnel, il ne vient pas le matin. Comment on transmet, même si le torréfacteur fait l'effort, des gens ont fait des choses formidables. Malongo a une école de formation, et Richard, qui est un torréfacteur respectable, c'est pas un gros mot, je suis désolé, c'est une vieille famille française qui a fait beaucoup pour le café. Absolument. Non, mais la façon dont ça a été dit avant, c'était un tout petit peu péjoratif. Il y a plein d'entreprises. Avec on fait chacun des choses différentes. Gobelins. Et vous savez, le café, la richesse du café, c'est sa diversité. Absolument. Et il ne faut pas stigmatiser un acteur ou un autre. J'ai dit hier, Nespresso, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup. La famille Richard, la famille Follier, la nôtre. Les nouveaux entrants nous ont bousculés aussi dans les situations qui étaient un peu confortables. Ou parfois, on ne s'est pas forcément remis en question. Ben, on allait un peu plus fort en marketing. On était peut-être un peu light et on ne voulait pas. Les nouveaux entrants, ils nous ont un tout petit peu bousculés. Ce que je voudrais dire dans cette problématique de marché, quand vous êtes Sodexo, c'est difficile d'aller gérer des machines manuelles, d'avoir la compétence. Et l'autre problème, non, c'était l'acteur, pardon. J'ai oublié un dernier acteur qui est très très important, qui est apparu au début des années 90. C'est les torréfacteurs italiens qui ont lorgné le marché café français. Et ils sont venus par l'intermédiaire des distributeurs de boissons. Et en termes de valeur, la bière, l'eau, le coca, les softs est beaucoup plus important dans les comptes d'achat. Et les brasseurs sont des financeurs qui vous accompagnent pour les terrasses ou pas, pour les stores ou pas, l'accompagnement à la banque ou pas, l'achat des fonds de commerce, c'est le cas surtout à Paris. Et ça a perturbé le marché parce qu'ils ont donné les machines et les distributeurs de boissons ne se rendaient pas compte de la maintenance qui devait y avoir. Ils ne s'intéressent pas au café. Oui, Julien, merci. Non, je précise, ils n'ont pas donné les machines. Ils ne les donnent jamais, justement. C'est là où il y a une usurpation. Jamais ils les donnent. Habillés. Voilà, ils font semblant de les donner. C'est vrai que le marché du café dans la restauration a longtemps été porté par ça. Parce que quand vous ouvrez une affaire, ça vous demande beaucoup d'argent. Et quand vous arrivez au bout, et généralement le café c'est au bout, hein, c'est comme la fin du repas, on regarde ça un peu à la fin, et que vous n'avez plus beaucoup d'argent, et qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit non mais la machine, vous en occupez pas, je vous la paye,
Et je vous paye toute la machine. Par contre, vous m'achetez le café pendant 3 ans. Bon, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah, s'ils me payent la machine et que je paye le café pendant 3 ans, super. Bon, sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que bah, le café, ils l'achètent plus cher et que de toutes les façons, c'est une forme de crédit à long terme. Bon, mais après, vous êtes pieds et mains liés. Donc, il y a quand même une vraie révolution chez ces nouveaux acteurs, hein. Il y a quand même une révolution chez ces nouveaux acteurs qui ne vendaient pas des machines. Coutume ou Terre de Café, tout ça, n'arrivait pas en disant on vous installe le café. Ils vendaient du café. Et ça, c'est très différent. Les autres vendaient du machine. Je suis désolé. Oui, Richard fait sans doute du très bon café, mais il a fait du café dégueulasse surtout du café dégueulasse pendant très longtemps. Il a commencé à bouger quand il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Il a fait du bon café pendant longtemps, mais il a surtout fait du café de merde en vendant des machines. Et ils ont vendu plus de machines que de café pendant longtemps. Non, mais il faut quand même le dire. Certes, tout le monde a bougé, mais c'est une réalité. De la même manière que bien sûr qu'on peut dire que Nespresso a fait bouger les choses, mais ils ont aussi énormément pollué avec leurs capsules. Ils ont vendu le café quand même très 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 cher. Et aujourd'hui, je pense que si on veut défendre du café de qualité, en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est du café durable. C'est du café où on va continuer à avoir du café simplement, hein, parce que le café qui n'est pas un café de spécialité est un café extrêmement polluant, il faut le dire, pour l'environnement, très souvent. Le type de culture de café qu'on récolte ou qu'on va chercher est pas toujours très respectable et d'un point de vue humain et d'un point de vue écologique. Et ça fait partie effectivement des, et je pense que chartes, oui. En tous les cas, je pense que ça fait partie du questionnement de beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent, alors qui sont peut-être minoritaires, mais qui font bouger les lignes. Moi, j'ai un centre de formation, un service compris, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour monter leur affaire, et je peux vous dire que tous les nouveaux acteurs qui viennent, qui sont souvent des reconvertis, c'est une problématique forte chez eux. Oui, vous êtes une nouvelle génération, et il y a un autre paramètre aussi à comprendre, on n'a pas forcément, dans nos discussions, les mêmes types de clients. Julien est une nouvelle génération de restaurateurs qui viennent d'autres univers et qui bousculent les codes. Parce que vous bousculez les codes de la cuisine, parce que vous avez... il y a une autre méthode dans les négociations qui sont différentes. Et je voudrais rajouter... le problème qu'on a dans le café, c'est un produit où le restaurateur a beaucoup de marge, plus encore quand il travaille le lait, mais ça représente un chiffre d'affaires qui est faible. Absolument. Et c'est un vrai problème parce qu'on a deux types de clients, puisqu'on parle de hors foyer. On a celui qui offre le café, on a celui qui le vend. Et dans les deux cas de figure, dans nos clients, on a des clients qui l'offrent et on a des clients qui le vendent. Dans les deux cas de figure, on est souvent trop cher. On a rarement des gens qui nous disent « Oui, vas-y, augmente-toi le prix parce que tu me fais le service, tu viens le dimanche matin me réparer la machine. » Enfin, il y a la demande de service parce que vous voulez la qualité. Donc, je prends l'exemple des gens qui ne vendent pas le café, où il y a des volumes très importants, les hôtels. Bah, souvent, c'est trop cher. Souvent, c'est trop cher. Et là, ils commencent à changer, comme dans la restauration, avec un consommateur qui commence à leur faire des remarques. Si vous n'avez pas une machine à café dans votre chambre, moi je fais la gueule. Je ne prends plus les hôtels où j'ai pas une machine à café avant d'aller prendre le petit déjeuner. Et ils sont en train de monter, ils sont en train de changer, mais là on a une partie du café qui est gratuit. Et puis ensuite, on a le café qui est vendu. Et là on a deux types d'acteurs. Oui. Et est-ce qu'ils ont aussi parfois les moyens? Thomas, moi ce que je voudrais quand même qu'on évoque quand même 5 minutes avec toi, c'est l'approche, peut-être tu vas pas te sentir confortable avec cette question, mais moi c'est l'approche province. J'aimerais que tu nous donnes ton sentiment, toi, en Alsace. Comment tu vois la réaction des restaurateurs, des nouveaux restaurateurs qui s'installent? Est-ce qu'ils ont cette conscience du café? Est-ce qu'ils ont cette envie de proposer du café dans leur établissement? Et est-ce que tu sens une différence avec Paris, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence pour toi d'approche? Je vais réagir, parce que je vais réagir
C'est ma question, elle vaut non, ce mais- qu'elle vaut, mais c'est moi qui ai la parole et c'est moi l'animateur. Non, mais je sais bien, mais je vais réagir sur le côté province. Je voudrais juste dire ce que je fais. Mon métier, c'est de vendre du café. Oui, effectivement, Mais à pas en l'origine, Alsace, on est t'en en vends pas en Alsace. Non, Alsace. pardon, non, mais c'est le côté province, opposé Bah, province à Paris. Et ça me C'est dérange. pas- Ça me c'est- fait c'est pas penser un à... gros mot, la Non, mais ça me province. fait penser, j'ai une amie comme ça un jour qui était chez moi, le téléphone il passait pas, elle était en ligne et elle fait bouge pas, ça passe pas, je suis en province. Non mais chez nous on a du café de spécialité depuis 40 ans. Mais tant Mais non, mais il faut Donc- pas dire ça. Et la deuxième chose, hier j'étais avec Alexandre Bélanger, je lui dis Alex, tout le monde connaît Alexandre Bélanger, je lui dis écoute, je veux juste savoir parce que j'ai vu les questions de Marie-Hélène. Elle va me poser la question comment ça se passe en province. Alors oui, je suis présent en Alsace, j'ai 50% de mes ventes qui sont à Paris, je Mais vends dans tant toute mieux, la parce que France, t'as je vends la aux double États-Unis, je vends au vision. Mexique. Mais- Non mais c'est un peu Non, mais péjoratif. c'est pas péjoratif. pour les autres Je vais te dire torréfacteurs. pourquoi, Thomas. C'est pas C'est du tout péjoratif pour les péjoratif parce autres que moi, torréfacteurs. quand je forme mes porteurs de projets et que je leur développe aujourd'hui le café de spécialité, que je leur présente le café de spécialité, je peux te dire que 9 clients sur 10 que j'ai en province me regardent en me disant « Non, mais ça, c'est Paris ». Tu vois. Donc, je veux Ça dire, dépend. quand je te pose la question, c'est pas péjoratif, c'est que moi, on me la pose au quotidien. Non, mais Quand ça dépend je ce que forme. vous entendez par province, enfin par région, parce que c'est une grande ville ou c'est la campagne. Enfin, déjà, parce que honnêtement, il y a des torréfacteurs et des cafés de qualité partout. Mais Nous, bien à Lyon, qui Oui, est une bien grande sûr. ville, ou à Marseille ou à Bordeaux. Par contre, c'est vrai que si vous êtes dans un petit village de la Creuse, la question Je se parle pose pas des peut-être plus torréfacteurs, différemment. je parle des Voilà, différemment. restaurateurs. Je parle des restaurateurs. Oui, mais L'approche non, mais dans les restaurateur. oui, mais pareil pour les restaurateurs. Je pense qu'il y a une question d'accessibilité déjà. Je veux Oui. dire, quand on est dans un endroit qui est assez éloigné, dans les grandes villes, en région, c'est exactement pareil qu'à Paris. Il y a le même engouement. Je pense que la vraie question, c'est plutôt ce que vous disiez, parce que c'est le but de la thématique. Hein, c'est quelle solution pour quel type d'établissement. C'est surtout, moi, je pense qu'il faut se poser comme question, et vous l'avez dit, c'est un restaurateur, quand il s'installe, est-ce qu'il a envie de penser qu'il va gagner de l'argent avec le café ou pas? Moi, je vous le dis tout de suite, il ne va pas gagner d'argent avec du café parce qu'il n'est pas coffee shop. On ne gagne pas d'argent quand on achète une machine 10 000 € avant de revenir sur son investissement. Vous ne le faites pas. Par contre, là où vous gagnez de l'argent, c'est que si vous offrez un café de qualité à vos clients, ils viendront peut-être revenir, pas parce que c'est un café de qualité, mais parce qu'ils s'apercevront que dans l'ensemble du spec que vous le faites bien. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important. D'accord. Parce que, en fait, même si vous ne gagnez pas de l'argent directement en vendant votre café, vous en gagnez de manière globale parce que vous fidélisez votre client. Et c'est super important de dire que le goût du café, c'est aussi un acte de fidélisation. Quand vous faites un café de qualité, le client, aujourd'hui, il a envie d'avoir la transparence, il a envie de savoir ce qu'il mange, il a envie de savoir ce qu'il boit et il a envie de savoir comment est le café. De plus en plus. Pas tous, mais de plus en plus. C'est pour ça que j'insiste vraiment pas simplement sur la partie goût, mais sur la partie origine du café, comment est fait le café. C'est aussi notre boulot à nous, de restaurateurs, d'expliquer à un client pourquoi on fait ce type de café, pourquoi on choisit ce café-là et pourquoi on veut le transformer comme ça. Je pense que c'est vraiment important. Et pour répondre à votre question, juste pour répondre à votre question, qu'est-ce que le café de spécialité en France? Aujourd'hui, en termes de volume, Paris en café de spécialité représente 1000, la province 6000. Nous, j'ai pas à convaincre que mes clients depuis avant, déjà de l'époque où l'Alsace était occupée par les Allemands, on vendait déjà des cafés d'Éthiopie, de régions spécifiques. Donc moi, il n'y a rien de neuf. Moi, j'explique juste à mes clients, ben voilà notre possibilité. Et je rejoins, après, il y a la solution matérielle. Et la vraie clé, qui paye la machine? Qui paye le service? Il y a 3 façons de faire. Moi, je dis toujours à mes commerciaux, voilà, je vends des solutions que vous pouvez proposer, je loue des solutions que vous pouvez proposer, ou que d'autres font, je donne. Quand je donne, c'est moins intéressant. La meilleure solution, c'est d'acheter sa machine et d'avoir sa liberté. Maintenant, le restaurateur s'achète aussi une tranquillité, parce que lui, quand il a un coup de feu avec un brunch le dimanche matin, il veut savoir qui appeler. Si vous saviez, je dirige une entreprise où on a un peu de volume, mais j'ai mes restaurateurs qui ont mon portable et le dimanche, ils veulent m'appeler. Et vous savez quoi? J'y vais. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qui finance le matériel. Et au lieu d'avoir des vieilles machines, alors après, il y a tout le choix des machines. Il y a tout le choix des machines. Ça marche le micro? Au-delà même, effectivement, qui finance, en fait, je vois il y a 2 choses. C'est comme vous l'avez dit, c'est la réactivité.
Et il est clair que dans les métiers de CHR, c'est des métiers de passion aussi pour ceux qui font la technique. Et il est vrai qu'on reçoit nous régulièrement des petits SMS, des petits coups de fil en week-end, et on fait en sorte effectivement de pouvoir satisfaire les clients. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est véritablement, je dirais, l'enjeu des restaurateurs qui, eux, n'ont pas, je dirais, les 5 jours de la semaine et le week-end tranquille. Donc effectivement, c'est un point. Et il y a un autre point, ça c'est par contre effectivement un vécu, alors parisien et pas parisien. C'est qu'on a 2 générations. La génération, je dirais, qui est plutôt, je dirais, de mon âge, 50, et ceux qui sont plutôt plus jeunes et qui épousent complètement, je dirais, l'évolution du monde. Et eux se sentent complètement indépendants de beaucoup de choses. Ils veulent simplement s'intéresser aux valeurs. Et ça, c'est plus important que tout. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec ces 2 types de clientèle parce que forcément, c'est des mindsets différents, mais tout aussi intéressants. Voilà. Merci Chantal. Thomas, encore un dernier mot? Oh ben, la conversation, elle pourrait. Alors, ce serait peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas des. Il nous reste 4 minutes. Alors, est-ce que peut-être, moi, ce que je voudrais, c'est effectivement, s'il y a des questions en salle, c'est avec grand plaisir. Et peut-être, alors, est-ce qu'on a quelques questions parmi notre audience? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, pas de questions. Alors, moi, ce que je voudrais vous poser comme question finale, il nous reste 4 minutes. C'est comment vous voyez la vision du marché du café en France dans les... Allez, on ne va pas prendre 10 ans parce que je trouve que c'est trop long. Mais allez, moi je dirais 3 ans. Voilà. C'est quoi votre vision sur les 3 prochaines années? Vous êtes optimiste, pessimiste, neutre? Plutôt optimiste. Et c'est vrai, tu parlais de province, mais vraiment, il y a une demande grandissante des restaurateurs et aussi des hôteliers, des sociétés qui recherchent cette qualité, qui ont conscience, donc on a une belle gastronomie, une belle œnologie en France et qui veulent cette qualité jusqu'au café et plutôt confiante dans ce domaine-là et c'est vraiment cette recherche d'éco-responsables qui colle vraiment dans l'air du temps et qui était à poursuivre définitivement et qui va, à mon sens, et on le voit par rapport à nos clients, nos prospects, va en grandissant en France et en province. Voilà. Super, merci. Julien, Oui, dans vos établissements, comment vous voyez l'avenir Moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste et à penser qu'effectivement, le café de spécialité a vraiment des belles années. Il y a encore un énorme boulot à faire, hein, un énorme travail. Là, je pense qu'on parle d'un microcosme quand même. En fait, des gens qui s'intéressent à ce type de café et qui ont envie de le faire. Je crois qu'il y a un gros travail moi, je pense qu'il y a un gros travail de formation. Je crois qu'il y a un gros travail pour expliquer encore comment on fait un bon café, d'où ça vient, comment on l'extrait bien, et sans aller, comme on le dit depuis tout à l'heure, hein, sans aller jusqu'à utiliser des machines très chères, sans aller jusqu'au luxe. Je dirais juste déjà d'acheter une bonne machine, d'acheter un bon café, d'avoir envie de bien faire pour ses clients, c'est déjà la première étape. Et je pense que là, on a encore un gros travail à faire dans les écoles, dans les centres de formation, et chacun d'entre nous pour donner envie aux gens de découvrir ça, et même d'un point de vue juste gustatif, expliquer, je dirais d'un point de vue organoleptique, qu'est-ce que c'est qu'un bon café. Je crois que là, il y a encore du boulot. Merci. Jean-Louis? Alors moi, j'ai du mal à anticiper. D'une part parce qu'on vient de sortir d'une période extraordinaire qui est le Covid, où ça a quand même causé pas mal de dégâts en termes de commercialisation. Et j'ai du mal à anticiper le futur. Alors je me dis le présent pour l'instant me paraît beau. Maintenant, les périodes extraordinaires sont de plus en plus importantes. Et j'ai l'impression que justement, il va falloir faire avec. Et donc anticiper peut-être une commercialisation un peu différente. Savoir que la clientèle s'est un peu dispatchée, comme l'expliquait Thomas. Il y a beaucoup de services hors restauration. Et ça va devenir compliqué pour la restauration. Thomas, le mot de la fin? Moi, je suis hyper positif. Pour... je voulais raconter... Non, j'ai un peu d'inquiétude pour la restauration parce qu'on assiste de plus en plus à un transfert des repas de midi
dû au télétravail au soir, apéro, planchette, enfin tout ce genre de choses. Donc moins de consommation de café le soir. Donc c'est très bien parce que les restaurateurs travaillent. On a eu une saison qui était extraordinaire. Enfin, les restaurateurs ont eu une saison qui était extraordinaire avec la météo, l'envie de se retrouver, mais un déplacement de la restauration du midi vers la restauration du soir, ce qui impacte. Enfin, je vous la fais courte parce que derrière, c'est aussi le niveau d'investissement qu'ils vont mettre dans un chiffre d'affaires qui baisse. Donc ça, c'est la chose. Je voudrais vous raconter une anecdote pour nos amis restaurateurs. Je me lève très tôt. Ce matin, à 7 h, j'attendais que ma femme me rejoigne. J'étais dans la rue. J'étais devant un resto. Et j'entends un commis de cuisine qui discute avec un responsable de salle. Et ça me fait un peu peur. Le manque de gens qui veulent rentrer dans ces métiers-là et les exigences qu'ils ont. Le commis raconte oh bah là, je suis revenu parce que bon là, je suis super bien payé. Bon, je bosse un peu et je repars en vacances. Ouais, après, je reviendrai. Je suis inquiet pour ces chefs d'entreprise, du management. J'avais une école. J'ai formé 1100 personnes de 1996 à 2006. J'ai arrêté parce qu'il y a un tel turnover dans la restauration que j'avais l'impression de rien faire. Parce que j'avais toujours le professionnel qui avait conscience, qui m'envoyait quelqu'un, mais au bout d'un moment, tous les 3 ans, j'avais une nouvelle personne qui était responsable du café. Donc ça, je suis un peu inquiet. Par contre, je vois de façon très... L'entreprise que j'ai la chance de diriger, on est passé en moins de 8 ans de 350 tonnes à 950. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des perspectives. On est parti à l'export dans 6 différents pays parce qu'on a un vrai savoir-faire en France dans la torréfaction et c'est une région du monde qui est très très dynamique, la France. Et puis on se lance dans une construction, on a notre second maître torréfacteur Maxime qui est là. On a une année qui est très lourde parce qu'on va construire 4 nouveaux bâtiments et on se lance dans la fabrication de machines à café et j'ai l'intention de transmettre l'entreprise à mes enfants. Super. Donc voilà, très positif. Merci Thomas. Chantal, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est qu'on a des personnes, effectivement, en tout cas des entreprises qui font énormément sur le marché en termes de volume. Et quand vous voyez les cafés Richard qui investissent dans les brûleries des Gobelins, quand vous voyez Lavazza qui effectivement crée une association avec Ducasse, c'est que le café de spécialité à l'heure d'aujourd'hui fait bouger les choses et il faut s'en féliciter. Bon, ben merci, c'est un très beau mot de la fin. En tous les cas, je vous remercie. On a tenu les délais ou quasiment. Merci à tous et à très vite sur les réseaux sociaux et en replay. Merci.